Il y a des histoires qu'on garde longtemps pour soi. Celles qui bousculent, qui laissent des traces. Dans cet épisode, on aborde des sujets sensibles, tels que la dépression, les agressions sexuelles ou les troubles alimentaires. Tant qu'il y a du cœur, il y a des histoires à raconter. J'avais 12 ans, j'étais donc au collège, plus précisément en 5e, c'était un collège de banlieue parisienne. Et à 12 ans, en fait, c'est le début de la puberté. Et moi, je le vis très mal, mon début de la puberté. Je me sens pas bien du tout dans mon corps, je me sens tellement moche. Je me sens tellement moche qu'en fait, quand je marche dans la rue, je baisse la tête parce que je veux surtout pas que les gens voient mon visage, parce qu'automatiquement, ils vont se dire que je suis moche. En plus, j'ai des débuts d'acné, donc forcément, ça n'aide pas. C'est aussi compliqué avec ma famille. Ils me mettent beaucoup de pression sur les cours, surtout mon père. Ce qui fait qu'en fait, à table, quand on fait les repas à table, il y a beaucoup de tension, souvent, presque toujours, en fait, les discussions, c'est sur les cours, sur le fait qu'il faudrait que je travaille plus, que je fais pas assez, que je suis flemmarde, que je reste toute la journée dans ma chambre, que je mange trop. Enfin, on me reproche beaucoup de choses. Enfin, il y a aussi des reproches sur mon frère et sur ma sœur. Et moi, ma relation que j'ai avec eux, c'est pas une relation très bonne, c'est pas une relation de soutien, de protection. C'est un peu chacun fait sa vie avec plutôt de l'hostilité entre ma sœur et moi, avec une sorte de compétition. Au niveau amical, moi, je me sens très exclue avec mes amis. J'ai l'impression de pas avoir ma place, de pas être assez intéressante, de pas être assez drôle, que je saoule les gens. Et puis aussi, aucun garçon ne s'intéresse à moi. Donc je complexe un peu parce que à cet âge-là, tout le monde a déjà eu un copain. Un copain, bon voilà, c'est les copains de primaire. Et moi, c'est pas mon cas. Je complexe. Copine, il y a des garçons qui s'intéressent à elle. Moi, c'est toujours pas mon cas. Donc, je commence vraiment de plus en plus à me dire que, en fait, il y a quelque chose qui va pas avec moi et que j'ai un manque d'attention de la part des gens qui est relativement terrible. Au niveau scolaire, comme mon père et ma mère me mettent beaucoup la pression, je me la mets à moi aussi. Donc les notes me stressent beaucoup. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour aller en cours, je traversais sur une route, il n'y avait pas de passage piéton, mais je la connaissais bien, je traversais à chaque fois, où il y avait quand même beaucoup de voitures. C'était assez dangereux, je pense que si mes parents m'avaient vu faire, ils m'auraient bien engueulé. Mais je le faisais, c'était plus rapide. Et en fait, dès que j'avais des contrôles, quand je traversais cette route, je me disais est-ce que ça serait pas mieux que je me jette sous une voiture ? En fait, j'avais des idées suicidaires qui me venaient. Je voulais tellement pas aller faire ces contrôles qui m'angoissaient tellement que je préférais mourir. Donc c'est un peu avec toutes ces circonstances que je commence à me sentir triste, à me sentir rejetée, donc très mal dans ma peau. Et c'est comme ça qu'on va dire que les premiers signes dépressifs vont se déclencher et s'installer parce que en fait ça va pas forcément bouger. J'arrive pas vraiment à en parler avec ma famille et de toute façon je pense que si je leur en avais parlé ça serait plus passé pour une crise d'adolescence qu'autre chose. Et en fait globalement je trouve pas ma place, j'ai le manque d'attention et d'affection de la part de mes parents, je sais plus comment faire et en fait je commence à me scarifier, donc à me faire du mal. Au début ça reste quand même très léger. Même si bien sûr l'action reste grave, il me semble que la première fois que je l'avais fait c'était au compas. C'était un truc qui était vraiment pas profond, c'était plus pour tester on va dire qu'autre chose. Et juste ça m'avait fait mal, j'avais pas aimé quoi. Mais c'était un peu trop tard parce que le début d'une machine et d'un fonctionnement très toxique était déjà lancé. La quatrième c'est à peu près pareil. Je me sens toujours mal, rejetée, triste, je me mets beaucoup la pression, j'ai des idées suicidaires, j'ai envie de me faire du mal. Donc les signes de dépression, ils s'installent de plus en plus de façon durable. Je continue de me faire du mal, mais je vais plus loin encore, ça devient de plus en plus fort, ça devient de plus en plus dangereux. J'avais ce rituel en fait où, dans ma salle de bain, avant de prendre la douche, je prenais des lames de rasoir et je me scarifiais. Et après, au bout d'un moment, j'avais plus de place sur mon avant-bras, donc je suis passée à mes cuisses. Et en fait, c'était ma seule façon de gérer les choses. Et ce qui me faisait du bien, c'était que le lendemain encore, j'avais mal. Et j'avais besoin de punir mon corps, d'être oscillée. J'avais besoin de me punir, de pas être assez intéressante, de pas être assez drôle. Et le problème, c'est qu'aussi, avec mes amis, il y avait une sorte de compétition de qui était la plus malheureuse, qui se faisait le plus de mal. Et c'était comme s'il y avait que la
personne qui était le plus dans tout ça qui avait le droit à l'attention. Les autres, c'était pas le cas. Donc, bon, voilà, pas très sain. Et je n'en parle pas à mes parents, je le cache. Il y avait quelques signes où ils se sont doutés, mais je cache et quand on m'en parle, je dis que pas du tout. Je suis tombée, ceci, bon, des excuses un peu bidons. Les contrôles aussi, ça continue à me faire très peur. Ma moyenne chute un peu, donc je me sens très mal. C'est un peu la fin du monde pour moi. Physiquement, ça reste encore très très compliqué. Des fois, j'ai quelques remarques un peu moqueries qui sont typiques, on va dire, de l'âge du collège et qui, moi, me blessent beaucoup. En fait, il faut savoir qu'à cette époque, j'étais très très mince, voire maigre, et pour autant, je me sentais trop grosse. Et bref, c'était déjà le commencement de ma dysmorphophobie. Après, il y a la troisième qui arrive. Donc la troisième, ça va être un peu l'hécatombe. La troisième, ça commence pas si mal. J'arrête de me scarifier. Et puis, ma sœur a un chagrin d'amour. Elle a un chagrin d'amour. Elle tombe en dépression. Moi, j'essaye de l'aider. Je le prends un peu comme mon rôle. Et je le prends très très à cœur parce que c'était un peu mon domaine, la dépression, enfin la tristesse, tout ça. Moi, c'était moi qui pouvais l'aider, donc je l'ai beaucoup écouté, j'ai essayé de la réconforter, j'ai parlé avec mes parents pour trouver des ajustements, mais en fait, ça marchait pas parce que son état se dégrade très très rapidement, ce qui fait qu'elle doit être hospitalisée. Je me souviens en fait du jour où j'ai appris qu'elle devait être hospitalisée, où je crois que c'était ma mère qui m'avait appelée chez mes parents toute seule. Et justement, c'était bizarre. Et qui me dit que ma sœur doit être hospitalisée. Donc après, je raccroche et j'ai fait une sorte de crise, je sais pas, de larmes, de stupéfaction. J'avais l'impression que je me sentais tellement mal que j'allais en mourir. Parce que ma sœur, je l'aimais plus fort que tout. Et ce qui va se passer, c'est que pendant sa dépression, pendant son hospitalisation, même si elle va sortir assez rapidement, au bout de 2 semaines, il me semble, toute l'attention de mes parents et de ma famille va être sur elle. Et ça, je vais très 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 mal le vivre parce que je me sens complètement invisible. Et ma sœur, je me souviens qu'à Noël, elle avait plus de cadeaux que moi. Les gens, ils l'avaient beaucoup appelée, ils prenaient de ses nouvelles. Et j'avais l'impression d'être complètement invisible, de passer à la trappe, parce que je vivais très très mal. J'avais le sentiment d'avoir aucune importance. Et puis aussi, en fait, ma sœur, avec sa dépression, elle devient dure avec moi. Elle me rejette beaucoup. Et quand j'en parle à mes parents me disent « Elle est malade, c'est pas de sa faute, il faut que tu comprennes ». Moi, à l'époque, j'ai 14 ans, j'ai du mal à comprendre. Donc, moi, je vais mal. Mais j'en parle pas avec mes parents pour pas les inquiéter parce que je vois déjà que l'état de ma sœur, ça les touche beaucoup. Donc, je vais mal, je me sens... c'est toujours un peu les mêmes trucs où je me sens très seule, je me sens rejetée, j'ai l'impression d'être une merde, d'avoir aucune importance, que, en fait, je ferais mieux de mourir. Que ouais, non. La vie n'a aucune importance, j'ai de plaisir dans rien, à part dans la nourriture. Ou parfois je vais faire des grosses courses et puis je vais ramener plein de nourriture et je vais la cacher dans ma chambre, je vais tout manger. Quand mes parents tombaient dessus, ils me déglinguaient. Ils n'arrivaient pas forcément à comprendre. Donc avec mes amis, c'est encore compliqué. Je suis vraiment de plus en plus rejetée ou c'est même plus un sentiment, c'est que concrètement, je suis de plus en plus rejetée. Physiquement, c'est aussi encore très compliqué. J'ai toujours beaucoup d'acné. Donc mon état mental va se dégrader et je vais arrêter de dormir parce que j'ai besoin de me faire du mal. Je m'étais pas rescarifiée d'ailleurs. Mais j'arrête de dormir et c'était juste avant un voyage scolaire, donc ma mère, elle me dit on va aller aux urgences pour qu'ils trouvent un traitement pour que tu puisses dormir parce que tu peux pas faire ce voyage sans dormir. Donc on arrive aux urgences, je suis reçue, je parle avec un médecin, je lui explique mon état mental et lui ce qu'il va me proposer c'est une hospitalisation. Donc j'accepte l'hospitalisation, je suis un peu d'un côté rassurée parce que je suis enfin entendue dans mon mal-être. Donc cette hospitalisation elle a duré 10 jours. J'avais pas de téléphone, donc j'étais déconnectée. Et elle m'a fait du bien parce que, j'avais enfin ce truc d'avoir ma place où des soignants prenaient soin de moi. Et objectivement, même l'équipe était très bien, le service était bien. Et j'avais aussi fait la rencontre d'un petit garçon qui avait 7 ans et qui m'avait fait énormément de bien dans sa personnalité, dans sa façon de voir le monde. Mais du coup, au bout de 10 jours, c'était un service général, donc ils me disent « faut que tu rentres chez toi ». Donc je rentre chez moi, sauf que c'est un peu l'hécatombe quand je rentre chez moi. Avec ma sœur, ça se passe très 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 mal. À cette époque, j'ai l'impression que tout ce que j'avais construit pendant mon hospitalisation, ça s'effondre d'un seul coup de vent. Et en fait, mes parents prennent la défense de ma sœur parce que disent elle est en dépression. Moi, on m'avait pas donné de diagnostic, juste ce qu'on m'avait dit, c'était que je faisais de la labilité du beurre.
Et ça, c'était très très dur à gérer d'ailleurs, mes variations d'humeur, de passer de la tristesse extrême à d'un coup beaucoup de colère. J'avais vraiment beaucoup de colère à cette époque. Et donc oui, quand je rentre, ma sœur, elle me dit que je fais semblant, que je fais ça pour lui voler de l'attention. Donc ça reste très très compliqué avec elle, mais mes parents vont plutôt avoir tendance à prendre sa défense. Il va y avoir l'été qui va passer. L'été, il se passe pas très bien, je vais pas très bien. En plus, je reçois beaucoup moins d'attention que ce que ma sœur avait reçu, en fait, quand elle était sortie de l'hospitalisation. Enfin, ouais, je suis pas forcément entendue, mais bon, l'été passe. Et la seconde arrive. Je coupe les liens avec mes anciennes amies donc du collège. Je me fais des nouveaux amis. Et en fait, ça va mieux. Je me sens mieux, j'ai un entourage plus sain. Je me mets moins la pression vis-à-vis des cours. Et ouais, non, je me sens mieux, je complexe un peu moins, je commence à avoir un corps qui se forme. Je commence à voir qu'en fait, je peux plaire aux garçons. Donc ouais, non, en fait, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça va mieux en tous les cas. J'ai encore de la tristesse, j'ai encore des trucs de vide où j'ai pas vraiment de plaisir dans les choses de la vie. Parfois, j'ai encore des idées suicidaires. Mais c'est plus comme la troisième, où vraiment la troisième, j'avais la tête sous l'eau et je me noyais complètement. Après, à côté, ça restait très compliqué avec ma famille. J'avais beaucoup de pression sur les cours et avec ma sœur, c'était très tendu. Il arrivait à quelques fois que je me scarifie, j'en ai parlé à personne. Qu'en fait aussi à cette époque, je culpabilisais beaucoup de l'inquiétude qu'avaient dû avoir mes parents pour moi. Donc je m'étais promis de plus parler, de pas leur dire que ça allait mal. La suite du lycée, donc la première et la terminale, c'est plus ou moins pareil. Ça continue à se maintenir, j'ai pas de crise. Il y a le confinement. Pendant le confinement, je coupe mon suivi psychologique, mais je le reprends après parce qu'évidemment, j'en avais besoin. Je suis quand même très épanouie amicalement, surtout en terminale. Et je décide, après le bac, donc d'aller faire des études de psycho à Angers. Parce que je voulais absolument partir de chez mes parents, je sentais que j'avais besoin de mon espace, que j'avais besoin de mon indépendance. Donc l'été arrive, après le bac, j'avais obtenu mon bac, même si j'avais eu beaucoup de stress encore une fois. Puis mes parents étaient encore très très durs, surtout mon père, avec les contrôles où, oui, des fois, il me criait dessus. Donc oui, ça ne m'aidait pas. Donc il y a le bac, j'obtiens mon bac, mention bien. D'ailleurs, pour moi, c'était le drame de ma vie, parce que toute ma famille avait eu la mention très bien. Donc ouais, non, j'avais l'impression vraiment d'être nulle, d'être le mouton noir de la famille qui avait pas sa place. Donc l'été arrive et pendant l'année, j'avais eu quelques remarques de la part de ma mère, je crois d'autres gens, sur mon corps, comme quoi, je sais pas, j'avais 4-5 kilos à perdre, j'avais de la cellulite. Et donc, je vais commencer un challenge sportif de Chloé Ting, je crois elle s'appelle, sur YouTube. Donc, je commence un challenge sportif, je me mets à fond dedans. Au bout de quelques jours, je me dis, ah, mais en fait, si je mange pas le petit déjeuner, ça m'aidera à perdre du poids. Ça sera moins de calories. Donc, je commence à sauter le petit-déj. Je vois que ça marche, et je me dis, ah, mais le repas de midi aussi, si je le saute, ça va m'aider à perdre du poids. Donc je saute aussi le repas de midi. Et en fait, je sais complètement que je fais n'importe quoi. Je m'en rends très bien compte à l'époque que ce que je fais, c'est pas bien. Mais je me dis, si, je veux le faire parce que comme ça, je perdrai du poids. Comme si perdre du poids était un peu la solution à tous mes problèmes. Donc concrètement, je m'enfonce dans l'anorexie. J'en parle pas, même si j'espère que les gens... j'aimerais que les gens le remarquent. Donc je me prive de repas, je continue à faire mon sport. Au fur et à mesure, je sens que mon corps s'affaiblit beaucoup. Quand je fais mon sport, je suis à 2 doigts du malaise. Quand je me lève, j'ai des vertiges. Et je savais que ce que je faisais, c'était pas bien, que ça faisait du mal à mon corps, que ça me faisait vraiment pas du bien. Mais je voulais continuer. En fait, je suis un peu tombée volontairement dans l'anorexie parce que je me disais, comme ça, je perds du poids et les gens vont s'inquiéter pour moi. J'avais toujours ce manque d'attention. Donc, je faisais tout pour éviter de manger. Je faisais exprès, par exemple, de me disputer à table avec mes parents pour pouvoir partir. Mais donc, pour pouvoir sauter les repas. Je commence aussi à me faire vomir. Donc je continue à perdre du poids, je me sens enfin puissante. Et puis je reçois du coup des compliments sur mon corps. De la part de ma mère, de la part d'amis. Ouais, qui me disent que c'est bien là, mon corps est bien, j'ai perdu du poids, machin. Et personne en fait comprend que c'est pas normal que je perde autant de poids aussi rapidement. Mais bon, et en fait, donc cet été-là, je vais beaucoup sortir avec mes amis. Et c'est une période que je vais complètement idéaliser par la suite et qui va me rendre très très nostalgique parce que c'était la période où je sortais beaucoup avec mes amis, donc évidemment, où j'avais perdu du poids, j'avais le contrôle sur la nourriture. Mais l'autre
côté de cette période, c'était que j'étais super angoissée. Dès que je mangeais, j'avais des brûlures d'estomac. Je culpabilisais énormément. J'allais très très mal en fait quand j'étais seule. J'allais vraiment très très mal. Donc ma psychologue va me dire d'aller voir une psychiatre, qu'elle va me mettre sous antidépresseur. Moi, la nouvelle, elle me choque pas mal parce que je m'y attendais pas du tout. J'avais pas l'impression d'être en dépression, mais je suis obligée, j'accepte donc d'avoir un antidépresseur. Et en fait, pourquoi j'ai accepté? Je me souviens qu'en fait, quand ma sœur avait dû être mise sous antidépresseur, au début, elle était beaucoup allée aux toilettes, ce qui l'avait fait perdre du poids, et que maintenant, maintenant encore, des années après, ça avait beaucoup déréglé son système digestif. Et elle allait très souvent aux toilettes. Et je me suis dit, ça peut être pas mal pour continuer à perdre du poids. Pendant l'été, du coup, j'ai dû annoncer à mes parents, sous les conseils de ma psychologue, je leur ai annoncé que j'arrivais plus à manger. Il n'y avait pas le mot anorexie à l'époque, mais donc je leur ai dit, j'arrive plus à manger. Leur réaction, elle a été un peu... C'était de l'incompréhension. Parce que maintenant, je comprends, mais ouais, ils savaient pas forcément pourquoi, ils comprenaient pas pourquoi je faisais ça, pourquoi maintenant que... j'avais perdu du poids, sachant que j'avais jamais été en surpoids. Mais maintenant que j'avais perdu du poids, je pouvais pas juste m'arrêter. Mais moi, c'était trop tard. C'était vraiment trop tard. À la fin de l'été, j'emménage à Angers, donc seule, avec mon appartement. Et là, ça va être l'hécatombe totale. En fait, je suis laissée à moi-même, je fais ce que je veux, donc j'arrête de manger. Soit je mange pas, soit je mange des quantités astronomiques. Je me fais beaucoup de mal, vraiment beaucoup de mal. Il y a plusieurs moments où je me dis que je vais peut-être y passer vu que je vais très profondément. Je me frappe quand j'ai faim. Les cours, en fait, quand j'y allais, j'arrivais pas du tout à être concentrée parce que, logique, mon corps n'avait pas de nutriments. Mon corps allait mal, donc forcément. Je faisais des malaises. En fait, ma dépression s'empire. Je me sens vraiment de plus en plus mal. J'ai envie de mourir. J'ai plus de plaisir dans rien. Ouais. Tous les signes de dépression en fait qui s'enracinent de plus en plus. Et puis mes TCA sont très compliqués parce que en plus de l'anorexie, il y a la boulimie et je vais aussi commencer les laxatifs parce que je sens que j'ai de moins en moins de prise sur mon anorexie, que j'ai de plus en plus de crises de boulimie. Donc je me dis la solution c'est que je prenne des laxatifs. Donc je commence à prendre des laxatifs, au début 1 par jour, et puis en fait très rapidement il faut augmenter la quantité. Donc oui, je vais régulièrement à différentes pharmacies pour acheter des laxatifs qui n'améliorent clairement pas aussi mon état de santé, mais je m'en fiche en fait. Je me souviens qu'il y a un moment, je m'étais vue dans le miroir et en fait j'avais eu ce regard sans dysmorphophobie où je m'étais vue, j'avais fait ah oui, là je commence vraiment à devenir maigre et je trouve même plus ça beau, mais pour autant je voulais continuer. Je voulais continuer parce que c'était aimer juste perdre du poids. Et en fait j'avais aussi un peu ce truc pour moi c'était comme une vengeance de perdre du poids, de rentrer le week-end chez mes parents, de voir leur visage inquiet. En fait, c'était une vengeance sur toutes les réflexions qu'ils m'avaient faites, je pense aussi toutes les fois où ils m'avaient pas entendue. D'un moment, je parle avec ma psychiatre et elle me dit non, mais là, il va falloir arrêter. Hospitalisation. En attendant que j'ai une place dans une clinique, ma mère vient avec moi à Angers parce que tout simplement, il y avait trop de risques que je continue à me faire du mal, voire pire. Et je crois que ça a duré 1 semaine et quelques. Et puis après, je repars sur Paris et je commence cette hospitalisation. Ce qui était prévu en fait de base, c'est que je continue les cours pendant l'hospitalisation. J'étais censée travailler là-bas. Au final, j'y arrive pas du tout. Les premiers jours, il me semble que je dors quasiment tout le temps. Je me repose. Presque aucun souvenir de cette époque. De ces premiers jours dans cette hospitalisation. Et puis au bout de quelques jours, une personne âgée de 70 ans, un homme, m'agresse sexuellement. À ça, ma mère est au courant, ma famille est au courant, ma famille proche. Les infirmiers sont au courant, les psys sont au courant. Et au bout d'1 semaine, donc 1 semaine c'est quand même long, sachant qu'il avait agressé une autre fille, il se fait dégager. Et moi, à partir de ce moment-là, je vais plus commencer à sortir de ma chambre, à sociabiliser. Je vis mal l'agression, je le vis quand même très mal. Mais je sociabilise plus avec les autres, j'ai un bon groupe d'amis, ce qui me fait beaucoup de bien. Ça, c'était juste avant les fêtes de 2021. Donc, les fêtes de 2021, je sors, le Noël se passe, c'est affreux. Je sens que j'ai pas ma place, je suis déprimée, j'ai
pas envie d'être là. Parce que oui, d'ailleurs, j'avais eu ce diagnostic de dépression depuis quelques mois, à ce moment-là. Je me sentais incomprise. C'était, ouais, en fait, les fêtes, quand on va mal, c'est très très compliqué. Et là, c'était vraiment les premières fêtes qui étaient aussi compliquées. Ma sortie est compliquée, mais j'avais prévu de reprendre les cours après les partiels du premier semestre, que j'allais pas faire, mais donc j'avais prévu de reprendre les cours après ça. Donc je repars à Angers. J'avais rendez-vous pour une hospitalisation de jour. Je m'y rends. De mémoire, on avait dû écrire un test, on avait rempli des échelles aussi. Et là, il y a une psychiatre qui me convoque. C'était pas celle qui s'occupait de moi et qui me dit nous on pense que vous avez un trouble de la personnalité et non pas juste une dépression, enfin juste entre guillemets. Et ce qu'on vous propose, c'est de vous hospitaliser. Moi, j'apprends ça, sur le coup, je suis choquée. Je m'y attendais pas. Je sais que je vais mal, mais je m'y attendais pas forcément. Mais j'ai quand même l'espoir, en fait, que ça m'aide. Vu qu'il y a cette nouvelle dimension, ou peut-être qu'il y a un nouveau diagnostic, où je pourrais dans lequel je pourrais enfin me reconnaître, j'accepte. En fait aussi d'ailleurs il faut savoir que j'y étais allée, j'avais même pas mon chargeur, j'avais même pas de culotte de rechange, j'avais aucune affaire. Je crois que j'avais un livre dans mon sac, pas beaucoup plus. Donc je leur demande est-ce que j'ai le droit de rentrer chez moi pour après repartir, même juste après, pour au moins prendre quelques affaires. Et si on me dit c'est non, si vous partez, vous n'aurez plus votre place. Enfin, vous risquez de plus avoir... J'accepte de pas rentrer chez moi. J'appelle ma mère pour lui en parler. Je me souviens plus exactement de sa réaction. Je crois qu'elle était un peu, pas saoulée, mais découragée. Je pense qu'elle était pas mal découragée, donc je lui dis que j'ai aucune affaire. Et ce qu'elle a fait, c'est que le lendemain, elle est venue... elle a pris la voiture et elle est venue sur Angers. À mon appartement, dans lequel elle a vécu 1 mois et demi. Il me semble, pour m'apporter des affaires, pour me rendre visite. Cette hospitalisation, elle a été... C'est assez ambivalent parce que au niveau de l'équipe, des soignants, de l'interne qui me suivait, on s'occupait très bien de moi. C'était vraiment... c'était une très bonne hospitalisation, mais à côté, j'allais très très mal. Et en fait, j'étais toujours en errance médicale, j'arrivais pas à comprendre ce que j'avais, pourquoi j'étais aussi mal et pourquoi ça voulait pas s'arranger en fait. Donc c'était vraiment très dur. Ma mère venait me rendre visite presque tous les jours, mais il y a un moment où j'ai commencé à la repousser parce que, je sais pas, j'avais besoin d'être seule. Enfin bref, à cette hospitalisation, je touche le fond. En tous les cas, le fond de cette époque. Et ce qui va se passer, c'est que vers la fin, d'un coup, je vais avoir un diagnostic de bipolaire qui va tomber un peu comme ça, du jour au lendemain. Et moi, ce diagnostic va me rendre contente, parce que je me sens spéciale, parce que je me dis, ça veut dire que je vais avoir des phases maniaques ou hypomaniaques, où je serai très heureuse, où j'aurai plein d'énergie, où je vais être trop drôle, et c'est trop cool. Ils me donnent ce diagnostic, cyclotypique plus précisément, on m'enlève antidépresseur et on m'introduit régulateur d'humeur. Presque immédiatement, ils vont me jeter de l'hôpital où ils vont me dire... là on peut pas continuer le suivi, il faut que vous le continuiez à Paris. Ça faisait 2 mois que j'étais hospitalisée et je pense que selon eux, je prenais trop mes aises là-bas parce que vraiment je voulais plus en partir. C'était vraiment devenu une zone de confort pour moi. Ils me poussent vraiment à la sortie, ce que je vivais très très mal parce que je sentais que j'étais pas prête à sortir. Plusieurs fois je les ai quasiment suppliés de pas me faire sortir parce que sinon je savais que j'allais me tuer. Et eux, ce qu'ils me disaient, c'était votre suivi, faut qu'il continue à Paris vu que maintenant vous abandonnez la psycho à Angers. Aussi pendant cette époque, j'avais beaucoup plus de mal à maintenir mon anorexie, donc c'était beaucoup de crises de boulimie, ce qui fait que j'avais pris beaucoup de poids. J'avais repris même, je crois, un peu plus que tout le poids que j'avais perdu depuis le début de mon anorexie. Donc je retourne chez mes parents, ça dure pas très longtemps parce que ça va pas du tout. Je suis très très mal dans mon corps et il me semble une fois avec ma mère on est allé faire du shopping pour me trouver des nouveaux habits et dans les cabines d'essayage je devenais folle parce que je me trouvais affreuse, je me trouvais hideuse, difforme, énorme et je pleurais et je sors de la cabine et je dis à ma mère là ça va pas du tout, faut que j'aille aux urgences sinon je vais devenir folle.
qu'on m'amène aux urgences, re-hospitalisation dans l'hôpital de ma ville, c'est un hôpital public de secteur, et cette hospitalisation, elle va être vraiment affreuse. Donc on est en 2022, et cette hospitalisation, elle est affreuse. J'ai presque aucun souvenir de ça, parce que j'étais complètement shootée aux médicaments, je sais même plus quel traitement j'avais, parce que... mais en tous les cas, j'avais beaucoup d'anxiolytiques, j'étais complètement ramollie, j'avais plus aucune énergie, En fait, j'étais amorphe, j'étais comme anesthésiée de tout. Et il n'y avait pas de prise en charge, je crois que je voyais le psy une fois par semaine, le reste j'étais laissée à moi-même. Il y avait aussi des hommes, c'était très compliqué parce qu'ils étaient très dragueurs. Moi, je voulais juste qu'on me foute la paix, mais je me faisais draguer. J'étais un peu la seule fille jeune de service. Les gens me faisaient très peur parce que c'était un service donc pour bipolaire et schizophrène. Et j'avais pas ma place. Et puis les médecins de l'époque aussi se rendent compte qu'en fait je suis pas bipolaire. Moi, ce que je vis d'ailleurs comme un échec de pas être bipolaire parce que je voulais vraiment l'être. Je me souviens aussi qu'à cette époque, j'appelle régulièrement l'hôpital d'Angers pour les supplier de me reprendre. Eux, ce qu'ils vont toujours refuser. Donc suite à ça, je vais être transférée dans une autre clinique où on va diminuer les anxiolytiques que j'ai. J'étais encore très shootée, mais un peu moins. Je commençais un peu plus à me retrouver, et en fait maintenant quand j'en parle avec mes proches, ce qu'ils me disent c'était que j'étais un zombie, j'étais complètement morte, que mon regard il était éteint, et que ça se voyait que j'étais épuisée, que j'étais totalement shootée, et qu'en fait j'ai plusieurs amis qui étaient venus me rendre visite, et quand ils sortaient de la visite ils pleuraient parce que j'étais même plus l'ombre de moi-même, j'étais plus rien. Donc la clinique à laquelle je suis transférée, elle se passe pas mal, mais elle se passe pas bien non plus. Ça me fait pas... j'ai pas beaucoup d'avancées là-bas, si ce n'est que mon corps est un peu moins shooté. Et juste j'étouffe des hospitalisations. Donc je veux sortir. La psychiatre accepte ma sortie, je sors. Et à ce moment-là, j'avais fait la rencontre d'un garçon que j'avais vu déjà 2 fois. Il me semble, et là je vais pour le voir une 3e fois, et cette 3e fois il va me violer. Donc je lui avais dit non plusieurs fois pour la relation sexuelle, et en fait il va insister jusqu'à ce que je cède. Et sachant que ce garçon était à l'époque au courant de tout ce qui m'est arrivé, il était au courant de ma dépression, il était au courant de mes médicaments, et puis même on s'en rendait compte que j'étais sous médicaments. J'étais très... vaseuse, j'étais complètement à l'ouest. Et après le viol, je me souviens que je rentre chez moi, j'attends le RER, et je me dis, là, j'ai vécu... là, c'est le truc qui m'achève. C'est le moment où je me relèverai pas, donc je vois le RER arriver, et je me dis, je devrais peut-être sauter. Au final, je le fais pas. Donc le trajet en RER se fait. J'ai quelques larmes qui coulent, je réalise pas forcément ce qui se passe. Je me dis, mais est-ce que c'est un viol ? Est-ce que c'est pas un viol ? Parce que j'ai dit non plusieurs fois, mais j'ai fini par le faire. J'étais un peu perdue. Et dans un second RER que j'avais pris pour rentrer chez mes parents, je sens qu'on me touche le pied. Et je regarde la personne qui me touche le pied, c'est une jeune fille qui me regarde, qui me tend un mouchoir et qui me fait un petit sourire. À ce moment-là, forcément, je fonds en larmes. Je prends ce mouchoir. Cette action m'avait vraiment fait du bien. Donc je sors du RER et j'appelle une amie qui, elle, avait vécu aussi un viol parce que j'avais besoin de savoir si c'était un viol ou pas. Donc je l'appelle. Elle me répond pas vraiment à ma question. Elle était au Maroc à ce moment-là, donc elle appelle une autre amie pour lui demander de venir me voir. Donc moi, je rentre chez mes parents. Je veux pas leur dire. Mais dès que je rentre, ils sentent que je suis complètement à l'ouest, que ça va pas du tout. Et ils finissent par me faire cracher le morceau. Donc je leur dis ce qui vient de se passer, que j'ai dit non plusieurs fois, mais que j'ai fini par le faire. Donc ils vont appeler la police. La police va arriver. Moi, j'étais un peu en crise de nerfs à ce moment-là. Je pleurais beaucoup. J'étais complètement à l'ouest. J'étais assez déconnectée de ce qui se passait. Donc j'explique à la police ce qui s'est passé. Entre-temps, il y avait ma meilleure amie qui est arrivée chez moi, donc une fois que la police part, je vais marcher avec ma meilleure amie dehors. Et puis ça va être le moment de dormir.
C'est dur de s'endormir parce que c'est que des flashbacks, je réfléchis beaucoup. J'avais bloqué le garçon sur tous les réseaux, donc au moins je savais que j'avais pas de risque de message de sa part. Mais je réfléchissais beaucoup, je revoyais tout ce qui s'était passé, c'était en boucle. Je me sentais déjà très mal, très très sale. Et le lendemain, donc mes parents m'amènent au commissariat. Enfin, mon père m'accompagne au commissariat pour porter plainte. Moi, à cette époque, je veux pas porter plainte parce que je veux pas qu'il me déteste. C'était ce que je me disais. Je voulais pas qu'il me déteste. Moi, je le détestais, mais je voulais pas qu'il me déteste. Donc, je fais juste une déclaration. J'explique ce qui s'est passé. Qu'ils me disent que oui, c'est un viol. Et quand je sors du commissariat, depuis que je suis sortie de ce commissariat, j'ai jamais réussi à redécrire ce qui s'est passé. Voilà, ma déposition avait été bien reçue. C'était par une femme qui avait déjà reçu ma première plainte après le vieux qui m'avait agressée. Voilà, moi je sors de ce commissariat et je suis encore toujours dans le flou. J'arrive pas vraiment à réaliser ce qui s'est passé. Je me dis, une fois qu'on subit un viol, c'est un peu le point de non-retour. On s'en remet jamais vraiment. Donc je sais pas. Je suis très... je réalise pas forcément. D'un côté, je réalise, de l'autre, non. Ça va pas, mais c'est pas non plus... je suis pas au fond du trou. J'ai des flashbacks, mais ce qui se passe reste soutenable. J'arrive pas trop à comprendre, je me sens pas légitime du coup. Donc l'été va se passer. Ça se passe pas si mal. Je réalise pas vraiment en fait que c'est vraiment un viol. Et juste, je vais refuser les contacts physiques. Surtout avec ma mère, je suis incapable de supporter ces contacts physiques. Donc je la repousse beaucoup. Puis oui, j'étais encore très fatiguée. Les gens, quand ils me rencontraient, ils me disaient « Ah mais t'as fumé un joint, toi ?» Alors que c'était même pas le cas. Ouais, j'étais encore très ralentie. Et puis à la rentrée, donc je vais débuter une école de mode que je vais tenir 2 semaines et demie. Parce que je rechute, je pense que je fais ce qui est une phobie scolaire. Quand je me réveillais le matin, j'avais la boule au ventre. Je pleurais en allant en cours tellement je voulais pas y aller, tellement j'étais stressée. Et ouais, non, je rechute, je me dis en fait c'est mieux que je me suicide, comme ça j'aurais plus à aller en cours. Je pense que je réalisais aussi la portée de ce que j'avais vécu, donc du viol. Et ouais, non, c'était très très dur. Donc mon état se dégrade très rapidement et il faut me réhospitaliser. C'est à la même hospitalisation, mais cette fois-ci je suis dans un autre service. Et on me shoot moins, mais après, l'autre service, en fait, je suis dans un service avec presque que des vieux. Et moi, j'ai développé une phobie des vieux depuis mon agression sexuelle, donc c'est très très compliqué ça. Je reste à peu près 1 mois. Le suivi, il est pas forcément très pertinent. Je crois que je vois quand même un peu plus régulièrement la psychiatre, mais ça, c'est pas très... J'avance pas forcément. Les soignants sont pas forcément très très investis non plus. Donc à peu près au bout d'1 mois, il me semble, je rentre donc chez mes parents. Je décide cette année de faire une année de césure. Donc je vais faire du dog-sitting, ce qui va me faire du bien. Donc je suis pas en crise suicidaire, mais je suis pas heureuse pour autant pendant cette année. Je passe des bons moments, mais il y a quand même ce fond de je m'aime pas. Je m'aime pas, j'ai beaucoup de mal avec mon corps, je me sens nulle, mes amis à côté ils continuent leurs études, moi je suis toujours bloquée. Je reste en dépression, mais je suis pas en crise suicidaire. L'année passe. Pendant cette année, je décide de reprendre la fac de psycho, mais cette fois-ci à Paris. Donc je retourne à Paris. Je me réinscris sur Parcoursup. Je suis acceptée à la fac, à plusieurs facs, et je décide d'aller dans celle à laquelle je suis à l'heure actuelle. Donc je commence la fac, ça se passe bien, je me fais quelques amis, je me sens pas forcément vraiment à ma place avec ces amis, mais bon, ça va, c'est pas si mal. Je suis pas forcément très très épanouie, mais ça le fait. Il y a 2 mois qui passent, il me semble, 1 mois et demi peut-être. Et un soir, je reçois une lettre du tribunal qui me dit que la plainte pour viol, parce qu'en fait l'État avait porté plainte suite à ma déposition, la plainte pour viol est classée sans suite. Et en fait la nouvelle, je vais la recevoir très très mal. Ça va être
hyper violent. J'ai l'impression de me recevoir un raz-de-marée dans la gueule. Où, sur le coup, je suis un peu... Les premières minutes, je rigole. Je me dis que c'est tellement ironique que, je sais pas, je rigole. Et puis après, pendant le repas, j'explose. J'explose en larmes. Et je suis complètement... je suis détruite parce que j'ai déjà subi une injustice de base. Et là, il y en a encore une nouvelle où on me reconnaît pas. Où je comprends qu'en fait, ce garçon, malgré tout le mal qu'il m'a fait, il va pas payer. Et ça me rend folle. Ça me rend folle parce que je me dis aussi que les gens vont croire, vu que ça a été classé sans suite, les gens vont croire qu'en fait, il m'a rien fait du tout. Et non, ouais, je m'effondre. Je m'effondre vraiment. Les 3 jours qui suivent, je sors pas de ma chambre. Je reste à rien faire, ce qui est pas dans mes habitudes parce que je suis quelqu'un, surtout à l'époque, j'avais besoin toujours d'être entourée. J'avais toujours ce besoin d'être entourée. Si je voyais personne de la journée, je déprimais très fort. Mais là, ces 3 jours qui vont suivre, je vais pas sortir de ma chambre. Je vais finir par sortir de ma chambre, ça va un petit peu mieux. Et puis en fait, au bout de 10 jours, mon état s'est complètement dégradé. J'ai rechuté plus fort que ce que je n'avais jamais rechuté. J'étais dans un état de désespoir, de tristesse. J'étais dans un état de désespoir, de tristesse qui était insupportable. J'avais recommencé à me faire du mal. Mes idées suicidaires, elles étaient plus fortes, je pense, que ce qu'elles n'avaient jamais été. Donc ma psychiatre me dit qu'il faut que je sois hospitalisée. Donc je suis à nouveau hospitalisée pour la 8e fois. Cette hospitalisation-là, je touche le fond. Je suis plus mal que ce que j'ai jamais été. C'est la pire phase de ma vie. J'ai même pas de mots pour expliquer à quel point c'était une souffrance. Il y avait plus rien qui me rendait... C'était même pas que plus rien me rendait heureuse, c'est que j'avais plus rien que je pouvais apprécier. Tout était fade, monotone, sans aucune saveur. C'était c'était complètement désespérant. J'étais désespérée, je me disais j'irai jamais mieux, que je pouvais pas supporter toute cette souffrance. L'affaire classée sans suite avait causé et puis avait ramené aussi du passé. Et non, pour moi, j'étais condamnée à être comme ça parce que, en fait, j'allais pas mieux. Les jours sont passés pendant l'hospitalisation, première semaine aussi, les premiers mois, et j'allais pas mieux du tout. C'était limite pire, je m'étais isolée. Les gens que j'avais rencontrés, en fait, je les calculais pas. Je restais toute seule dans mon coin. Et non, je passais mes journées toute seule dans ma chambre à être sur les réseaux sociaux, TikTok, et à déprimer, à être dans un sentiment d'ennui, de vide qui était insupportable. Qui était vraiment insupportable. Ma thérapie, ça avançait pas non plus. Je sentais que j'étais complètement bloquée. Mais en fait, après, en janvier, mon psychiatre de la clinique, ce qu'il va me proposer, c'est que je fasse de l'hospitalisation de nuit. C'est-à-dire que la journée, j'aille en cours et que la nuit, je rentre à l'hôpital. Donc c'est ce que je vais commencer à faire. Au début, c'est source de beaucoup d'angoisse. Et puis, ça me fait du bien au final. Ça me fait du bien de sortir de la clinique la journée, d'avoir quand même une activité et de pas être juste dans ma chambre à rien faire. Donc mon état s'améliore un petit peu, même si c'est un petit peu, mais j'allais très mal. J'avais mon humeur qui changeait beaucoup toute la journée. Je passais de je me sentais vide à d'un coup hyper en colère contre les gens, à d'un coup complètement déprimée, à me dire que je devais mourir parce que pour moi plus rien n'était supportable. À côté, j'avais énormément de crises d'hyperphagie, donc j'avais pris du poids, je dissociais pas mal parce que je pense que mon cerveau juste n'arrivait plus à supporter le poids de la réalité. Je voulais plus partir de la clinique et j'envisage à ce moment-là même de couper contact avec ma famille. Puis au fur et à mesure, ça commence à aller mieux et en fin mai, je me dis ok, je veux sortir. Donc avec mon psychiatre, on prévoit une date de sortie, donc le 6 juin. Et donc je vais sortir de l'hôpital. Au début, la sortie est compliquée. Elle est même très compliquée parce que je me sens très seule. En fait, à l'hôpital, tous les jours, on me demandait « Ah, comment ça va ?» C'était très centré du coup sur ma santé mentale, ce qui est logique vu que c'était un hôpital psychiatrique. Chez moi, c'est plus le cas. Chez moi, j'ai l'impression que en fait, ma famille a pris le fait que je sorte comme ça y est, elle est guérie, elle va bien. Alors que non, j'allais très mal. Avec ma psychiatre, on parle de prendre un nouvel antidépresseur parce que j'avais entendu dire qu'il aidait à perdre du poids.
Donc je commence cet antidépresseur. Ça va un peu mieux. Bon, c'était pas grâce à l'antidépresseur parce que c'était que trop récemment que je l'avais commencé. Et puis en fait, je commence à avoir un déclic qui vient d'une amie qui avait fait une tentative de suicide et qui avait fini en réanimation. C'est que en fait, quand j'apprends ça, parce que elle avait fait beaucoup... Enfin, c'était pas la première fois que cette situation arrivait, où c'était très souvent, elle sortait d'hôpital psychiatrique, elle disait que ça allait mieux, et puis d'un coup, on apprenait par Snap photo ou sur ses stories privées qu'elle avait fait une tentative de suicide, qu'elle avait pris de la drogue ou ceci ou cela. Et en fait, moi, quand je vois qu'elle a fini en réa, en fait, je suis saoulée. Et je m'en veux d'avoir cette réaction parce que j'en voulais beaucoup à mes proches, j'avais l'impression que moi, ils avaient pas pris assez de nouvelles de moi. Puis au final, je commence à réfléchir. Et je comprends mes proches qui ne prenaient pas tout le temps des nouvelles de moi, qui s'étaient éloignés. Je finis par comprendre et je finis par les pardonner. Et déjà, quand je me débarrasse de cette rancœur, ça me fait un bien fou. Donc après, je pars l'été et ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien, je passe beaucoup de temps avec ma meilleure amie, je sors beaucoup et je sens que je revis. Mes déclics, je continue à y réfléchir, ça continue de se pousser. Je finis par comprendre que tout ce qui m'arrivait, c'est pas de ma faute. Je finis par me pardonner, donc je pardonne les autres et je me pardonne moi-même, et ça, je pense que ça a été vraiment une étape décisive. Et ouais, non, je commence à me rendre compte que je veux enfin abandonner tout ce malheur, et que être heureuse, c'est beaucoup mieux, parce que c'est beaucoup mieux. Moi qui m'étais énormément accrochée à mon malheur, parce que j'ai l'impression que c'était la seule chose qui me rendait différente, là, ouais, je me rendais compte que non, c'était pas ça qui me rendait différente, qu'à la rigueur, ça avait plus... ça m'avait desservi, évidemment sur le plan personnel, mais aussi sur le plan amical, sur le plan relationnel avec ma famille. Et qu'en fait, c'était en étant mieux que les gens se réouvraient à moi, que je passais des bons moments avec eux, que j'avais leur attention. Donc, ouais, l'été, ça m'a marqué vraiment un tournant décisif. Vraiment un tournant décisif, donc c'est l'été 2024. Je sens que je vais beaucoup mieux, je perds du poids aussi, le nouvel antidépresseur mis en place fonctionne beaucoup mieux. Et ouais, non, je sens que je deviens heureuse. Et je me rends compte que je suis prête à tout pour garder ce bonheur. Donc en septembre, j'emménage dans mon nouvel appartement. On avait décidé que j'en ai un vers la fin de ma dernière hospitalisation. Et j'avais peur en fait d'être seule, de mal le vivre, mais au final ça se passe super bien. Ça me fait énormément de bien d'avoir mon appartement, d'avoir mon espace à moi qui dépend pas du tout des autres. J'ai pas besoin de prendre sur moi ou quoi que ce soit. Que je commence l'année scolaire, je me rapproche d'une fille qui devient ma meilleure amie, avec qui ça se passe super bien. On sort souvent ensemble. J'avais commencé à parler avec un garçon, je commence à avoir des sentiments pour lui, ça se passe très bien. Je tombe amoureuse de lui, ça se passe très bien, on finit par se mettre en couple, sauf que je tombe dans des schémas de dépendance affective, donc je me sens moins heureuse, je finis par me dire qu'en fait, j'ai pas forcément guéri de ma dépression, que j'ai encore des restes, et puis il va me quitter, un peu du jour au lendemain. Moi je vais très très mal le vivre au début, et puis mais tout en sachant qu'en fait, je vais pas rechuter pour autant, que je suis triste, ça m'énerve de devoir encore être triste, mais que je vais pas rechuter pour autant et que je vais tout faire pour que ça aille. Donc c'est ce que je fais, effectivement. Les premiers jours, premières semaines ont été compliqués, il me manquait, j'étais triste, il fallait que je réapprenne à vivre sans lui. Mais ça va, ça se fait. Genre c'est pas si douloureux que ça, je m'effondre pas, je m'écroule pas, et je suis fière de moi. Donc il y a les fêtes 2024 qui arrivent, et ça se passe très bien. Pour la première fois depuis des années, ça se passe très bien. Je passe des très bonnes fêtes, ce qui est vraiment un soulagement. Donc il y a la nouvelle année, j'ai mes partiels qui arrivent, j'arrive à les faire sans avoir envie de me jeter d'un pont à chaque fois que j'y vais. Donc sacrée avancée. Et puis non, je sors beaucoup avec ma meilleure amie, avec mes autres amis. Mon appartement, c'est une résidence étudiante, donc je connais d'autres gens là-bas, d'autres étudiants. Non, c'était super en fait. Je profitais, je sentais vraiment que je guérissais. Il me manquait toujours, mais ça allait beaucoup mieux. Et puis après, en février, il est revenu. Je suis retombée dans mon schéma de dépendance affective. Puis j'ai décidé que, en fait, non, je voulais pas m'infliger ça. Donc finalement, j'ai coupé court. À l'heure actuelle, ça fait plus d'1 an que je suis sortie de la clinique. Je sais que les choses sont complètement différentes. Que même les fois où j'avais tenu plusieurs mois sans hospitalisation,
elles sont complètement incomparables à aujourd'hui. Et même pas que je vais bien, c'est que je suis heureuse, je suis épanouie et je suis en paix en fait. Avec tout ce qui m'est arrivé, j'ai aucun regret. Et je me dis que s'il fallait que je traverse tout ça pour être celle que je suis à l'heure actuelle, pour être heureuse, bah ok, j'ai traversé tout ça et sans regret. Je me suis pardonnée, moi, du mal que je m'étais fait, de pas avoir réussi à me protéger à certains moments, d'avoir échoué, d'être... Et j'ai pardonné aussi les autres. Là, j'ai appris récemment que j'avais validé mon année, donc c'est quand même une sacrée réussite pour moi. C'est la première fois que je valide une année. Et non, ouais, ce que ma dépression, je pense, m'aura appris, c'est à plus apprécier, en fait, chaque moment de vie. Enfin, rien que le fait d'être à mon appartement et de me faire à manger, ça va me rendre heureuse. Parce que c'est un truc que je pouvais pas faire. Plusieurs mois, j'étais hospitalisée, c'était pas moi qui me faisais à manger, c'était pas moi qui rangeais, qui nettoyais ma chambre. Et ça, c'est que des trucs que je peux faire maintenant, par moi-même. Et juste d'être heureuse, juste de passer des bons moments, ça me rend super heureuse et reconnaissante parce que je sais que ça a pas toujours été comme ça. Donc oui, non, je pense que ma dépression, ça m'aura appris à vraiment vivre les choses. À me rendre compte que le bonheur, c'était pas acquis. J'étais prête à tout pour garder ce bonheur.